ça a été très, très, très dur. C'est 10 kilomètres en faux plat montant avec beaucoup de côtes et c'est long et c'est hyper dur je crois qu'à ce moment-là, j'étais à 80 kilomètres parcourus, donc c'est vrai que c'est la fatigue qui commence à arriver. Donc ces 10 kilomètres se passent difficilement, mais ils se passent et là, j'arrive dans le col de la Colmiane. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Aujourd'hui, je reçois Noémie Rochard, que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir sur le podcast lors de l'épisode 21, où elle est venue nous présenter sa préparation à l'étape du Tour 2024 entre Nice et le col de la Couillole. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de la recevoir à nouveau pour qu'elle nous raconte comment s'est passée cette expérience lors de cet événement. Salut Noémie, comment tu vas ? Hello Alexandre, ça va très bien, je suis très en forme. Comment vont les jambes après on est à peu près à quoi, quelques jours après l'événement? Comment ça Ouais, se on est à passe? peu près à 10 jours, je crois, 10 jours, donc les jambes vont mieux. C'est vrai qu'elles ont beaucoup souffert, je pense qu'on va avoir le temps d'en reparler durant le podcast, mais elles vont mieux. Après 10 jours, ça commence, la forme est de nouveau là. Écoute, moi je suis ravi de te recevoir à nouveau sur le podcast et si tu le veux bien, on va reprendre une semaine avant l'événement. Si je me trompe pas, de ce que j'ai vu, tu nous avais raconté d'ailleurs que tu allais partir en van et je t'ai vu Mmh. notamment aller jusqu'en haut du Ventoux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette semaine d'avant de course et de cette van life? Carrément. Eh bien, notre petit périple, il a commencé à Lyon puisque c'est là-bas qu'on a pu récupérer, notre van avec Quentin. Donc tout le séjour, je l'ai fait avec mon compagnon, qui est Quentin. Et donc, notre premier point d'arrêt avec ce van, ça a été direction Bédouin parce que, on avait pour objectif de monter un col. C'est vrai que, autour de Nantes, il y a pas du tout de col et on avait trouvé plutôt l'année dernière que c'était assez efficace pour nous de refaire un col, la semaine qui précède l'étape du Tour, juste pour rappeler à notre corps et surtout à nos jambes, l'effort que c'est de monter un col. Donc, notre cœur a penché pour le Mont Ventoux qui est un col, mythique et qui me tenait particulièrement à cœur de pouvoir le faire puisque c'est vrai que j'ai vu mon papa et mon frère le monter quand j'étais toute petite. J'étais la supportrice avec ma maman tout au long de leur ascension et donc vraiment ça me tenait hyper à cœur de gravir ce col. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'arrêter au Mont Ventoux. On a décidé de prendre le chemin le plus difficile puisqu'on l'a monté par Bédouin et effectivement ça a été une ascension très longue, surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de col. C'est une montée qui est très exigeante avec des gros pourcentages. Donc pas facile, mais je suis arrivée tout en haut, donc ça c'était chouette. Et puis une fois qu'on a fait ça, on a continué notre chemin vers plutôt le Verdon. Donc là, on était à J-4, J-5 de l'épreuve. Donc on a évité de faire des trop grosses sorties. Déjà, le Ventoux, beaucoup de gens nous ont reproché de monter un col aussi dur à quelques jours de l'étape du Tour. Mais comme je le disais, pour les jambes et pour le corps, ça fait du bien de rappeler ce que c'est un effort d'ascension de col. Donc voilà, on a continué vers le Verdon tranquillement jusqu'à arriver à J-2 de l'étape du Tour à Nice. Et donc, à partir de ce moment-là, on a fait que des petites sorties vraiment tranquilles, histoire de dégourdir les jambes. Et puis surtout, on a profité d'être à Nice pour commencer à se plonger dans l'ambiance de l'étape du Tour en allant principalement sur le village, récupérer nos dossards, voir nos partenaires et voir l'ambiance, quoi. Et alors cette ambiance était comment du côté de Nice cette année? L'ambiance était déjà particulièrement, il faisait chaud, donc petite acclimatation à se faire au niveau de la température et puis moi, c'est la première fois que j'allais à Nice, donc c'était aussi, la découverte de cette ville que je trouve vraiment hyper jolie. C'est vrai, au bord de la mer, c'est très chouette et puis, l'ambiance, tout de suite très euphorique, autour du village, les gens tous très contents d'être là, de récupérer leurs dossards, d'acheter les petites tenues officielles aux couleurs de Nice et de l'étape du Tour. Il y avait énormément d'exposants. J'ai vu quelqu'un qui comparait le village de l'étape du Tour à la foire de l'automobile, tellement il y a de marques et de choses différentes, de vélos
Et voilà, c'était fou parce que même quand on sortait du village de l'étape du Tour, en fait, il y avait des cyclistes partout qui roulaient et donc on sentait vraiment qu'il y avait une bonne vague de cyclistes qui commençait à arriver doucement et à s'emparer doucement de la ville de Nice. On va revenir sur un point aussi qu'on a vu sur les réseaux. Tu as été, pour cette étape du Tour, capitaine de route. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste et comment en fait tu es devenu capitaine de route pour cet événement? Ouais, c'est quelque chose dont on n'a pas pu parler, sur la première partie du podcast puisque je n'étais pas encore au courant et que ça s'est fait un petit peu, à la dernière minute. Mais effectivement, ASO, qui sont du coup les organisateurs de l'étape du Tour, m'ont contacté, je dirais, 2 semaines avant l'événement, puisqu'ils étaient à la recherche de capitaines de route femmes. Parce que c'est vraiment important pour eux depuis principalement cette année de valoriser, la place de la femme dans l'étape du Tour pour aider les femmes, à les encourager, à les motiver, à les intégrer un petit peu dans cette épreuve qui peut sembler difficile, enfin, pas juste sembler difficile, qui est difficile. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont proposé ce rôle-là. Le rôle de capitaine de route, globalement, c'est un rôle un petit peu d'accompagnant, d'assistant. On a un rôle un peu avant l'étape du Tour où du coup, à J-1, j'étais sur le village pour présenter le parcours, aux gens qui étaient présents sur le village, pour présenter l'école, expliquer les ravitaux, donner mes conseils et surtout parler de mon expérience. Vu que moi je l'avais fait l'année dernière, j'avais pas mal de petits conseils à pouvoir donner aux gens. Donc ça, c'est un peu le rôle avant l'étape du Tour. Et puis le jour J, le rôle bien précis qu'on a eu, c'est qu'en fait, on est parti dans des sas plutôt à l'arrière, puisque c'est souvent là que les femmes se situent, et on a organisé des départs en peloton féminin. Donc on a donné rendez-vous à une certaine heure devant le bar Le Negresco aux femmes. Et donc au final, on a pu partir tout ensemble. Moi, je crois qu'au départ, on était 4-5 féminines, et puis ça a permis aux filles, vu qu'on était arrivées vachement en avance, 1 heure avant le départ, pendant 1 heure, j'ai vraiment pu les rassurer, leur donner plein de conseils, leur dire que ça allait bien se passer. Et puis voilà, on a pu prendre le départ ensemble. Et pendant toute la durée de l'étape, ce rôle de capitaine de route, c'est vraiment un rôle de capitaine, c'est motiver les troupes, encourager, s'assurer que tout le monde va bien, surtout qu'on est floqué vraiment capitaine de route en jaune fluo, donc les gens nous voient de assez loin, donc on est aussi un petit peu, si quelqu'un veut venir nous parler, il nous reconnaît très facilement, et voilà, c'est vraiment un rôle de motivation et d'encouragement qu'on a auprès de tous les cyclistes qui se lancent dans l'étape. Et donc j'ai bien compris, toi, ça t'a permis de motiver les gens. Mais est-ce que ce maillot aussi, en fait, t'a motivé toi-même dans ton parcours? Ouais, carrément. C'était vraiment, une source de motivation, et en fait, ça a renforcé le fait que ma préparation, évidemment, je l'avais faite pour moi, pour faire la meilleure performance possible vis-à-vis de ce que j'étais capable. Mais en plus d'être capitaine de route, c'était, je suis obligée d'aller au bout parce que en fait, finalement, il faut un petit peu que je montre l'exemple, et que si je vais au bout, les gens qui seront avec moi iront au bout également, et ça, c'était hyper important, et c'était vraiment une source de motivation de dingue, quoi. En tant que capitaine de route, quels étaient les conseils que tu leur as donnés? Je pense que ces conseils doivent pouvoir s'appliquer en tout cas à cette étape du tour-là, mais sûrement peut-être aux suivantes, aux prochaines qui vont venir. C'était quoi les principaux conseils que tu distillais? Les principaux conseils que j'ai donnés, c'était vraiment genre, à l'instant T, quand on était en train de monter l'école. Les gens nous ont beaucoup confondus avec des meneurs d'allure, un petit peu comme ça se fait beaucoup dans la course à pied. Mais, c'est vrai qu'on n'a pas un rôle premier d'être meneur d'allure. Moi, j'essayais plutôt de dire aux gens, enfin, j'avais mon objectif de temps qui était pour moi à peu près entre 8 et 10 heures, donc j'avais une fourchette assez large. Mais, je disais tout simplement aux gens que si ils me croisaient à ce moment-là, c'était qu'ils étaient sûrs de finir dans les temps. C'était vraiment la petite phrase que j'essayais de propager pour rassurer les personnes, les cyclistes que je croisais. Et puis, en vrai, j'avais pas beaucoup de conseils à leur donner. Je leur rappelais de bien boire, de bien manger, de bien tourner les jambes. Et puis, en vrai, pendant l'étape du Tour, les gens étaient pas trop là pour chercher des conseils. En vrai, juste le fait de discuter avec moi, de passer quelques kilomètres ensemble ou quelques centaines de mètres à peine, et ça remotivait les troupes, quoi. D'accord. Ouais, effectivement, et c'est pas des rôles de meneur d'allure qu'on a sur un marathon ou quelqu'un qui doit finir en 4 heures, en 5 heures. C'est ça. Mmh. C'est vrai que ça en tout cas, ça rassure de croiser les capitaines de route, sur la route. Comme tu dis, c'est que déjà, normalement, on est dans les temps et ça, c'est déjà, Exactement. pour beaucoup, c'est quand même, le principal, c'est quand même d'arriver au bout de cette épreuve. Mmh. Est-ce que toi, tu avais quand même est-ce que tu as, au fil des jours, avant l'étape du Tour, tu as ajusté ton plan, que ce soit enfin
ta stratégie, que ce soit nutrition, en termes de temps passé dans l'école, l'alimentation? Est-ce que tu avais mis quelque chose au point ou tu es plus parti avec, l'expérience que tu avais et sur les sensations du moment? Alors au niveau de la nutrition, j'avais assez rythmé, les choses que je devais manger. Je savais que, en haut d'école, je devais, enfin oui, en bas d'école, je devais manger telle chose, en haut d'école, je devais manger telle chose. Pendant l'ascension, je devais bien boire et j'avais aussi des petites gourmandises à manger tout au long des ascensions. Donc ouais, au niveau de la nutrition, j'avais vraiment bien compté ce que j'avais besoin de manger. Si, en fait, techniquement, j'avais vraiment pas besoin de m'arrêter au ravito pour la nourriture parce que j'avais tout ce qu'il me fallait dans mes poches, tout était assez calculé pour arriver jusqu'au bout sans avoir à manger durant les ravitaux. Ensuite, pour ce qui est le timing et la planification enfin, de ma performance sportive, en vrai, je me suis pas mis la pression parce que l'objectif premier, c'était d'aller au bout. Évidemment, faire mieux que l'année dernière, c'était un objectif important pour moi, mais clairement, rien de concret. Je me suis pas mis une puissance minimum à avoir pendant les ascensions. J'ai pas du tout regardé ma fréquence cardiaque, vraiment tout au feeling, tout aux sensations parce que j'ai vraiment le sentiment de plutôt bien me connaître vu que ça fait quelques temps que je fonctionne comme ça. Donc, en fait, si mes jambes me demandaient de ralentir, je ralentissais. Si je sentais que je pouvais accélérer, j'accélérais. Mais vraiment pas de pression à ce niveau-là. Parce que quand tu dis faire mieux que l'an dernier, c'est en fonction, d'un temps ou c'est en fonction d'une vitesse moyenne? J'avais ressorti deux datas qui étaient un peu importantes pour moi. Déjà, au niveau du temps, l'année dernière, j'avais fini en 10h08, il me semble. Non, en 10h44, pardon. J'avais fini en 10h44. Et au niveau de la place, je m'étais en gros classée dans les 9 millièmes sur 11 000. C'était ça les deux données importantes pour me repérer vis-à-vis de cette année. Bon, il y a une info qu'on n'avait pas pu avoir lors de la partie 1, c'était le vélo que tu allais utiliser. Donc, bon, je pense Oui. que la plupart des gens qui vont écouter le podcast te suivent déjà et ont déjà cette info. Mais est-ce que tu peux nous présenter ce vélo et nous dire comment, tu t'en es accommodé? Alors, du coup, le vélo que j'ai eu, ça a été, le Trek Madone. C'est donc mon nouveau vélo que j'ai eu, 3-4 semaines, je crois à peu près dans les mêmes timings où on a enregistré le 1er podcast. Et donc, le Trek Madone, pour le présenter, c'est un vélo, clairement aéro qui est connu pour être, plutôt rigide. C'est dans sa caricature, c'est un vélo de sprinter, sauf que voilà, on est sur un vélo qui est des dernières générations, qui a été beaucoup retravaillé pour le rendre plus accessible et surtout confortable. Donc, aux premiers abords, c'est vrai que ce vélo n'est pas le vélo parfait pour faire l'étape du Tour. Ce n'est pas un vélo de grimpeur, clairement pas. Mais comme j'ai essayé de le dire, de le montrer, c'est que finalement, avec les bonnes roues, la bonne cadence et le bon braquet, ce vélo, il grimpe très bien aussi. De toute façon, on le voit très bien aujourd'hui sur le Tour de France, ils ont bien les Trek Madone. Alors effectivement, j'ai pas leur watts, j'ai pas leur puissance, mais même avec mon poids et ouais, le bon braquet avec une bonne cassette en 36, des plateaux pas trop grands à l'avant, eh bien, je tourne bien les jambes. Et ce vélo, il a besoin d'inertie et c'est vraiment ça que j'ai tenté de faire dans l'école. Et je pense que depuis que je l'ai, je prouve que ce vélo me correspond très bien aussi. Oui, oui, c'est clair que c'est un choix, dans un premier temps, on s'est pas sûr qu'on choisirait, comme vélo, mais c'est vrai après tout, de toute façon, le vélo, il y a quand on passe 10 heures, en tout cas entre 8 et 10 heures sur le vélo, il faut surtout s'y sentir bien. C'est là où on va pouvoir, performer. En tout cas, je parle, pour un niveau, amateur. Il faut quand même, se sentir très bien sur un vélo, parce qu'au bout de 10 heures, si au bout de 5 heures, on commence à avoir des douleurs, ou autres gênes, de toute façon, on va pas pouvoir pédaler comme il faut. Donc déjà, la principale, information qu'il faut avoir, c'est vraiment être bien sur le vélo et Mm. comme tu l'as bien expliqué, l'important c'était voilà, le confort et puis de toute façon le Trek Madone ça reste, quoi qu'il arrive déjà un très, très bon vélo. Oui, Donc c'est sûr que c'est un vélo plutôt haut de gamme et que c'est un vélo qui pardonne pas et qu'effectivement, si tu te plantes dans une côte, c'est pas le vélo qui va t'aider à grimper plus facilement. Mais c'est pour ça qu'il faut être en forme, il faut bien gérer son effort pour être capable de l'emmener jusqu'en haut. Et si tu arrives à bien faire ça, et ben, il y a pas de souci. Et j'avais pas envie de choisir mon vélo pour l'étape du Tour. L'étape du Tour, c'est un event dans l'année. Le reste du temps, je roule à mmh, Nantes et dans ouais, ces campagnes. Et c'est vrai que c'est plutôt plat. Et pour le coup, je m'éclate avec, quoi. c'est ce que j'allais dire. Par contre, c'est vrai sur ton terrain d'entraînement, je pense que le Trek Madone,
Là, c'est un régal, quoi. Ouais, c'est ça, je m'éclate. Et puis par contre, sa grosse qualité, et là où je me suis éclatée durant l'étape du Tour, c'est les descentes. Parce que là, c'est un vélo oui, c'est un vélo qui aime rouler vite. C'est un vélo Mmh. dans lequel tu sens que tu peux avoir confiance. C'est un vélo, quand tu vires, ouais, tu te sens serein. Tu sais qu'il t'emmène bien. Tu sais qu'il va pas flancher. Et voilà, si t'as la bonne vitesse dans les descentes, tu peux sereinement en prendre de plus en plus de la vitesse, et tout ça en confiance. Et ça a été un régal pendant l'étape du Tour de faire les descentes avec le Madone. Bah, écoute, on va se rapprocher gentiment du départ de cette étape du Tour. Mmh. Mais comment est-ce que tu te sens, la veille, mentalement, physiquement, de ce départ? Ça a été, la veille de course, c'est toujours un jour qui est un peu compliqué. Et puis spécialement ce jour-là, j'étais vraiment en 2 états d'esprit. C'est-à-dire, il y a ce que je contrôle pas, c'est-à-dire, mon corps qui se met naturellement à stresser, parce que je suis de nature à facilement stresser. Donc ça se ressent par le fait que j'avais pas faim, j'avais la petite boule au ventre, j'avais hâte d'aller me coucher pour être au lendemain, mais en même temps, une fois dans mon lit, j'arrive pas à dormir parce que je fais que cogiter. Et à côté de ça, mon cerveau était beaucoup moins stressé, parce que je sais pas exactement comment l'expliquer, mais en fait, vu que j'ai réussi l'année dernière, alors que ça faisait 6 mois que je faisais du vélo, je me sentais assez en confiance sur ma capacité à y arriver de nouveau cette année. Donc en soi, j'étais plutôt confiante sur le fait d'aller au bout. Maintenant, c'est une étape qui est difficile, c'est une étape qui peut être perturbée par plein de choses, des problèmes mécaniques, des chutes dans les descentes de col, par des fringales. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte, et la gestion d'effort est hyper important. Donc, à la fois j'étais stressée, mais en même temps pas vraiment. Et finalement, en fait, j'avais qu'une hâte. À chaque fois, j'ai qu'une hâte, c'est d'être le lendemain, d'être sur mon vélo. Et une fois que je suis sur mon vélo, tout ce stress, il s'en va, quoi. Finalement, du coup, tu es parti sas combien? Parce que si j'ai compris, peut-être que tu as reculé au niveau des sas par rapport à ton rôle de capitaine de route? Exactement. Initialement, je devais partir si on se fie à mon numéro de dossard, j'aurais dû partir dans le sas numéro 7. Mais du coup, pour ce rôle de capitaine de route, on m'a demandé de partir dans le sas 15, qui était donc un des sas où il y avait ce point de rendez-vous pour les femmes. Donc finalement, sas 15, je me retrouve dans le même sas que l'année précédente. Donc, c'est un peu, ouais, le petit clin d'œil vis-à-vis de l'année dernière, où je me retrouve exactement dans les mêmes conditions que l'année dernière. Donc, c'est-à-dire que devant moi, il y a 15 000 personnes. Derrière moi, il y a la voiture balai qui est pas très loin. Donc, il faut réussir à jongler avec ça, quoi. OK, ouais, même condition que ce que vous avez raconté dans la partie 1 sur l'étape du Tour, 2024. Mm. Et ben écoute, c'est à toi de jouer. Moi, j'écoute, attentivement, ton récit de course. Je te laisse nous raconter et nous faire vivre, ce que tu as vécu sur, l'étape du Tour 2024. Alors, nous voilà. Il est donc 8h45 quand je m'élance sur la ligne de départ de l'étape du Tour. Donc là, c'est toujours un moment qui est assez magique, parce que ça y est, t'y es. C'est beaucoup de mois de préparation, beaucoup de semaines, c'est beaucoup de kilomètres, c'est beaucoup de réflexion avant, et ça y est, t'y es, tu sais que c'est maintenant qu'il faut tout donner. Et puis en plus de ça, t'as l'ambiance qui commence à être là, il y a pas mal de spectateurs, t'es parqué, enfin c'est assez marrant. Le départ, dans un sas, donc t'es sur 100 mètres, t'es 1000, et t'es comme avec des barreaux sur les côtés où tu vois même pas l'extérieur. Enfin, c'est un peu bizarre comme ambiance, mais en même temps, ils te lancent le petit speech de départ où ils disent, comme les professionnels, tu vas t'élancer sur les routes du Tour de France, pense à tes amis, pense à tes mois de préparation, c'est maintenant, tu es le Tour de France. Et donc là, tu t'élances, et donc là, on part pour les premiers kilomètres. On est en plein cœur de Nice. Encore une fois, les routes de l'étape du Tour, c'est complètement fermé, donc aucune pression de voiture. Donc c'est parti, et à partir de ce moment-là, tout le stress, il s'en va. Moi, je suis avec les féminines que j'ai du coup emmenées au départ. On papote, le rythme commence déjà à un peu accélérer, mais ce qui est vraiment hyper important, et la consigne que j'essaye de me rappeler et qui tourne dans ma tête, c'est ne pas partir trop vite pour ne pas se brûler les ailes. C'est hyper important. Donc voilà, c'est assez dur mentalement de se laisser faire doubler. Il y a énormément de gens qui accélèrent, et là, il faut accepter le fait que tu vas te faire beaucoup, beaucoup doubler. Mais ce qui est important, c'est de respecter ton propre rythme et tes jambes. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et en plus, avec moi, j'ai les 4-5 féminines que pour l'instant, je guide doucement vers l'ascension des premiers cols.
Et donc, on va arriver au bout du 15e kilomètre au niveau du col de Nice, donc un col qui n'est pas officiellement répertorié dans les ascensions de cette étape du Tour, mais on est quand même sur un petit col à 4 kilomètres à 5% de moyenne. Donc voilà, là, c'est de la mise en jambe. Pour l'instant, ce qui est très rassurant sur ces premiers kilomètres, c'est qu'il fait pas trop chaud. C'est vrai que le soleil est pas encore au plus haut, mais pour l'instant, je le sens plutôt bien au niveau de la chaleur. Et donc, cette ascension du col de Nice, elle se fait tranquillement. Et on va tout de suite enchaîner avec la première ascension du jour, la vraie première ascension du jour, qui est le col de Brosse. Le col de Brosse, il est hyper particulier parce qu'il y a énormément de lacets. Donc, au niveau de la vue, juste ça, c'est incroyable. Vraiment, les paysages, ils sont magnifiques. En plus, on est tout en bas enfin, on commence les premiers kilomètres d'ascension. Tu lèves le regard, tu jettes un petit coup d'œil en face, et là, à 2 kilomètres devant toi, tu vois tous les lacets, tu vois tous les cyclistes en train de monter, et dans ta tête, t'es là, t'es en mode, mais what? Je vais aller vraiment aussi haut que ça. Et donc, en même temps, ça fait peur, mais en même temps, t'as déjà envie d'y être parce que tu dis, mais de là-haut, la vue, elle doit être encore plus incroyable. Et donc, bah voilà, tu continues comme ça. Enfin, je fais toujours hyper attention à être à un rythme dans lequel je me sens bien pour une bonne gestion d'effort. Toujours pour l'instant, je continue à me faire énormément doubler, mais c'est vrai que dans ce premier col-là, c'est dans ce col-là que j'ai eu le plus d'interventions extérieures de gens qui étaient contents de me voir en tant que capitaine de route et qui venaient m'accoster en mode «Hey, mon capitaine, comment ça va? C'est quoi les prochains kilomètres? Est-ce que ça monte beaucoup? Hey, mon capitaine, on nous annonce un orage, est-ce qu'il va vraiment y avoir un orage?» Et voilà, et moi, mon objectif, c'est de toujours trouver voilà, les paroles les plus positives possibles pour être optimiste. Et donc, ça me fait oublier que je suis en train de monter d'école. C'est ça qui est trop chouette dans ce rôle de capitaine de route, c'est que tu es tellement en train de te faire interpeller par plein de gens que tu parles, tu réfléchis, tu reparles, tu fais des blagues. Enfin, j'ai comparé ça un peu à être animateur de colo, quoi. En fait, t'es en train de travailler, mais t'es en train de travailler tes jambes, mais tu vois pas le temps passer. Et donc c'est plutôt chouette. Et donc, j'arrive en haut du col de Brosse. Ça n'a pas été la plus belle des ascensions, malheureusement. En tout cas, elle se finit pas très bien puisqu'il y a eu un tout petit couac au niveau de l'organisation et je suis obligée de poser pied à terre dans les derniers dizaines de mètres avant de passer le sommet parce qu'il y avait un énorme bouchon et en fait il y avait un ravito en haut du col de Brosse qui était un peu trop près de la route, je pense, et donc les gens ont commencé à vouloir s'arrêter au ravito, sauf qu'il y avait de moins en moins de place, donc en fait les gens s'arrêtaient sur la route, et quand t'as des milliers de personnes qui passent, au bout d'un moment ça fait un phénomène de bouchon, et donc je suis obligée de poser pied à terre avant d'atteindre le sommet du col de Brosse. Et là c'est un peu la déception parce que vraiment poser pied à terre quand t'as pas envie de poser pied à terre, c'est vraiment un truc qui casse beaucoup la motivation, mais bon, pas le choix. Donc je finis cette ascension à pied, je passe le sommet, c'est la bascule, et donc c'est parti pour la première descente de col, qui est plutôt technique. Il faut faire attention, parce que comme je l'ai expliqué dans le premier podcast, souvent le danger vient plutôt des autres. Donc voilà, mais tout se passe bien, et puis on enchaîne avec la deuxième ascension du jour, qui est le col de Turini, la plus longue ascension de la journée, puisque là, c'est plus de 20 kilomètres. Et là, il commence à faire chaud, il est plus de 11 heures, donc ça commence à taper un petit peu. Heureusement, le col est très, très ombragé, donc ça permet d'avoir moins chaud que si on était complètement exposé au soleil. Et puis là, pareil, quoi, comme la première ascension, quoi, j'y vais à mon rythme, tranquillement, je continue à papoter par-ci, par-là. Il y a un ravito au milieu du col de Turini, je décide de m'arrêter parce que je bois tellement que j'ai plus d'eau dans mes bidons, donc je suis obligée de m'arrêter pour aller chercher de l'eau. Donc là, les ravitaux, c'est un peu la foire d'empoigne. C'est vrai que quand tu pars SAS 15, le problème quand tu arrives au ravito, c'est qu'il y a énormément de monde et tu sais pas où poser ton vélo, les gens savent pas trop où aller. Enfin, vraiment, c'est un peu le bazar, mais bon, tu finis toujours par trouver ce que tu cherches. Tu repars avec ton vélo tranquillement. Moi, je finis l'ascension du col de Turini, je me sens bien. Pour l'instant, ça va plutôt bien. Ce qui est cool psychologiquement en haut du col de Turini, c'est qu'officiellement, j'ai fait 2 cols sur 4, dont le plus long. Donc, je me sens un petit peu à la moitié de cette étape du tour. Et ça fait du bien pour le mental et pour le moral. Et puis, du coup, arrive la descente du col de Turini, qui était une descente sur laquelle les gens nous ont beaucoup alarmés sur le fait qu'elle était dangereuse et qu'il fallait être très prudent. Et effectivement, dans cette descente-là, je vais assister à une scène post-accident, mais
au vu de la situation, il y a clairement quelqu'un qui vient de passer au-dessus du parapet. Il y a des gens, tu vois, des sauveteurs qui sont en train de s'attacher Mm. en mode escalade, tu sais, avec des cordes, avec des, je sais plus comment on appelle ça, mais des espèces de barquettes oranges pour aller chercher quelqu'un dans le ravin et tout. Et quand tu vois cette scène-là, bah, ça fait quand même un énorme froid dans le dos, un gros rappel à la réalité que, ok, on nous avait dit que la descente était dangereuse, et effectivement, elle l'est, puisque bah, là, il y a eu un très gros accident. Et voilà, tu te dis juste, bah, il faut calmer le rythme. Et ça fait quand même une sensation très bizarre dans le corps de, ça aurait pu être moi, j'aurais pu voir la scène et ça aurait pu être pire que ça, mais heureusement, je vais bien. Donc, on ralentit tous un petit peu, on passe cet instant-là et puis on finit notre descente du col de Turini. On enchaîne ensuite avec la vallée de Vésubie. Donc là, avant la prochaine ascension, on a 10 kilomètres de vallée et ça a été, je pense, le point un peu de bascule de mon effort puisque ça a été très 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 dur. C'est 10 kilomètres en faux plat montant avec beaucoup de côtes et c'est long et c'est hyper dur. Et je crois qu'à ce moment-là, j'étais à 80 kilomètres parcourus. Donc c'est vrai que c'est la fatigue qui commence à arriver. Donc ces 10 kilomètres se passent difficilement, mais ils se passent. Et là, j'arrive dans le col de la Colmiane, qui est l'ascension la plus courte, c'est 7 kilomètres. Mais au final, ça faisait tellement monter avant que tu as l'impression que tu as monté un col de 15 bornes. Mais bon, en soi, le col de la Colmiane ne fait seulement que 7 kilomètres. Donc là, cette ascension, pareil, en fait, toutes les ascensions en soi, elles se sont un peu ressemblées pour moi. J'ai toujours été très à mon rythme, j'ai toujours autant papoté. Et jusqu'à arriver en haut du col de la Colmiane, où là, je suis très fatiguée. Je me souviens que je suis très fatiguée parce que j'envoie un message à mes parents et je leur dis, OK, là, je fatigue. Donc tout de suite, mes parents étaient hyper à l'affût de cette journée-là parce qu'ils sont toujours très inquiets quand je fais des défis un peu fous comme ça. Donc tout de suite, j'ai 3-4 messages de motivation en mode allez nono, lâche pas, le plus dur est fait et tout. Donc ça fait du bien au moral. Moi j'en profite en haut de la Colmiane pour bien manger, bien boire, pour vraiment me refaire des forces parce qu'il reste un col et c'est pas le plus simple. Donc c'est hyper important de se ressaisir à ce moment-là. Et donc s'enchaîne la descente de la Colmiane qui a été, je pense que tous les cyclistes qui ont participé à l'étape du Tour ont tous gardé en mémoire cette descente du col de la Colmiane puisque ça a été la descente la plus agréable dans laquelle on pouvait facilement prendre de la vitesse sans se mettre en danger. Il y avait des beaux enchaînements de virages, le revêtement de la route était très chouette, donc vraiment très 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 belle descente pour enchaîner directement avec le col de la Couillole, qui est du coup l'ascension finale de cette étape du Tour, un col de 15 kilomètres. Et donc là, le mood de la montée, il change un peu parce que c'est vrai que, comme je le dis depuis le début de cette étape du Tour, je me suis fait énormément doubler. Et là, les rôles s'inversent. J'ai un abonné qui m'a comparé un petit peu l'histoire de cette étape du Tour, enfin mon histoire de l'étape du Tour, à la fable du lièvre et de la tortue. Et je trouve que c'est un joli parallèle qu'il a fait parce que une bonne gestion d'effort, c'est ça, c'est tu laisses partir les autres partir trop rapidement, toi tu pars à ton rythme et au final, quand tu arrives dans le col de la Couillole, tu commences à doubler beaucoup de gens et c'est vrai que pour le moral et pour le mental, ça fait quand même vachement de bien de sentir que tu as encore les jambes et que tu arrives à monter à un bon rythme. Donc le col de la Couillole, c'est une ascension qui est difficile quand même. Mais tu sais qu'une fois en haut, c'est terminé, donc tu ne peux pas lâcher maintenant. C'est interdit de lâcher dans le col de la Couillole. Donc, je continue cette ascension, kilomètre après kilomètre. Je les vois tous défiler. J'ai mal aux jambes. J'ai qu'une hâte, évidemment, c'est d'arriver en haut. Mais bon, il y a de plus en plus de gens autour de moi qui commencent à craquer, qui font des arrêts sur les bords de route. Donc, au-delà de garder mon énergie pour arriver en haut, il faut que je divise mon énergie en deux pour la redistribuer aux gens que je croise et pour les motiver à remonter sur leur vélo, à pas lâcher et à aller jusqu'en haut. Donc c'est vrai que c'est un effort qui est assez particulier parce que là où tout le monde fait quelque chose de très individuel pendant l'étape du Tour, en fait, moi c'est une aventure qui devient hyper collective et donc
Donc, ça me booste quand même de un peu montrer l'exemple. C'est ce que je disais. Ouais, c'est ça. C'est tu montres l'exemple pour dire, allez les gars, faut y aller, remontez sur vos vélos, ça va le faire. Plus que 5 kilomètres, plus que 300 mètres de dénivelé à monter et ça va bien se passer. Et donc, voilà, cette ascension, elle se passe jusqu'à arriver aux dernières pancartes qui annoncent la flamme rouge, les 500 derniers mètres, les 300 derniers mètres. Et puis là, tu n'as plus mal aux jambes. Là, t'as tellement de joie en toi que t'es trop content de passer cette ligne parce que tu l'as fait. C'est 138 km, 4600 de dénivelé qui s'achève enfin et c'est trop chouette, quoi. Et ça fait quoi alors de franchir la ligne niveau émotion? Et bah, c'est un soulagement. Je pense que c'est vraiment un poids qui s'enlève de fou. Déjà, le fait de descendre de ton vélo, juste cette sensation physique, on pourra jamais l'expliquer, mais quand tu descends enfin de ton vélo pour poser pied à terre, bah, t'as clairement pas envie de remonter dessus. Et puis, t'es trop heureux, quoi. Et puis, tous les gens autour de toi sont dans le même état d'esprit. Plus ça va, plus il y a des gens qui passent la ligne. Et puis, les regards se croisent et on a tous les yeux qui pétillent. Et ça, c'est trop beau à voir. T'as les bénévoles qui arrivent, qui nous remettent cette médaille dont on a tous rêvé autour du cou. Et t'es sur ton petit nuage. Et c'est exactement ce petit nuage sur lequel je rêvais de revenir l'année dernière. Et j'y suis. Et je m'y sens tellement bien. C'est la meilleure sensation du monde. Et du coup, est-ce que l'année prochaine, tu vas essayer de te réinscrire à l'étape du Tour? Oh ouais, franchement, déjà l'année dernière, j'avais dit je reviendrai l'année prochaine. Maintenant, c'est est-ce qu'on peut prendre un abonnement pour toutes les années à venir ou parce que je trouve que c'est vraiment le plus beau événement auquel je participe. Il est beau parce qu'il est dur, il est beau parce qu'il t'emmène dans une nouvelle région, il est beau parce qu'il te fait monter d'école que tu aurais jamais peut-être monté auparavant et au final, tu vis une expérience qui est tellement intense où tout le monde, on est tous 15 000 dans la même galère et au final, on arrive tous au bout et on est tous trop contents et je me souhaite d'année en année de faire une meilleure performance que l'année précédente. Et d'ailleurs, on parlait un peu performance, du coup, tu l'as fini en combien de temps? Et niveau positionnement, les deux datas que tu voulais comparer, où est-ce que tu te situes? Eh ben, je fais mieux que l'année dernière, alors que pourtant, comme on l'a expliqué, je me suis pas mis dans une optique, je joue la performance, mais naturellement, c'est vrai qu'effectivement, sportivement, je suis bien meilleure que l'année dernière et surtout, j'ai beaucoup mieux géré le temps que j'ai passé au ravito, ce qui fait que je termine cette étape du Tour en 9 heures et 1 minute, il me semble. Et donc, au niveau du classement général, bah, c'est énorme puisque je gagne plus de 3000 places vis-à-vis de l'année dernière. Et donc là, je termine dans les 6 millièmes. Ah oui, ouais, bah, chapeau en tout cas, félicitations d'avoir terminé, puis d'avoir surtout eu le plaisir d'améliorer ta performance de l'an dernier. Parce qu'effectivement, ça se ressent niveau place, mais même Mm. niveau temps, de gagner 1 heure, sachant que le parcours de mémoire est quand même plus long et un peu plus compliqué que celui de l'an dernier. Donc, même si tu avais fait le même temps, déjà, ça aurait été, ça aurait été une amélioration. Donc, gagner 1 heure, Mm. franchement, chapeau. Bah, merci beaucoup. Toi qui as fait quand même pas mal de cyclos tout au long de l'année, là, quelles sont les grosses différences de cette cyclo, de l'étape du Tour, par rapport aux autres cyclos que tu as eu faites? La première différence, c'est évidemment les routes fermées. Ça, c'est un confort qui est incroyable et qu'on ne retrouve pas dans les autres cyclos. Il y a beaucoup d'autres cyclos qui essayent un peu de mettre des motards dans les pelotons, mais faut faire hyper attention en voiture parce que tu as de la circulation. Sur cette cyclo, c'est vraiment comme si on était des professionnels. Et donc, ça, c'est un confort qui est inégalable. Et puis après, ce qui change vis-à-vis du nombre de cyclos, c'est le nombre qu'on est. Parce que dans toutes les autres cyclos, bah, si t'es pas dans un groupe, tu peux très vite te retrouver seul au milieu de la pampa, comme tu peux l'être à l'entraînement, alors que là, bah, peu importe où t'en es dans l'étape du Tour, t'as toujours quelqu'un avec toi, t'as toujours un flux de cyclistes qui est là, et donc ça, c'est plutôt motivant en fait de toujours être entouré de d'autres personnes. Et après, ce qui change, alors c'est peut-être que du ressenti et que ouais, de l'émotionnel, je sais pas trop comment expliquer ça, mais elle a un goût différent des autres cyclos, je trouve. Bah, déjà d'être associé quand même, à une étape du Tour de France, déjà je pense ça joue beaucoup et Mmh. c'est tout, bah, toute l'ambiance qu'il y a comme tu expliquais au niveau du village et tout, je pense que tout ça, ça amène vraiment, une saveur particulière à cet événement. Ouais, tu vois, là, le seul jour où j'ai hâte d'être cette semaine, c'est samedi parce que du coup, les professionnels du Tour de France vont refaire exactement la même étape qu'on a fait et j'ai trop hâte de me mettre devant ma télé,
et de me remémorer chaque kilomètre, chaque virage, chaque ascension et de pouvoir du coup en plus échanger ça avec Quentin qui a également fait l'étape du Tour. Et donc ça va être 5 heures de régal. Bon, peut-être un peu moins, ils vont être plus rapides que le faire en 5 heures, mais voilà, vraiment se remettre devant la télé et de voir les professionnels refaire exactement ce qu'on a fait, c'est juste une deuxième journée où tu revis les choses un peu différemment, mais c'est tout aussi chouette. Puis c'est vrai que ça donne une dimension particulière des fois de les voir à la télé dans des cols que tu as déjà eu l'occasion de faire, de ressentir, voir les pourcentages. C'est vrai qu'à la télé, on les voit pas forcément, mais toi, d'être sur le vélo, d'avoir eu l'émotion que tu as eue à ce moment-là, à ce kilomètre-là, à cette arrivée de col, et eux de les voir passer, c'est vrai, comme tu dis, ça te fait revivre ta journée. Finalement, sur cette étape du Tour, malgré les 4 cols renseignés, mais les 5 en termes de ressenti, est-ce que la partie la plus dure, c'était pas finalement la vallée de la Vésubie? Si, clairement, je trouve que ça a été la partie, comme je te l'expliquais, un petit peu de la bascule, où, tu pas en train de monter un col, donc officiellement, t'es pas en train de monter, mais par contre, la vallée fait que monter, quoi. Et donc c'est difficile pour les jambes et en fait, l'année dernière, on avait eu exactement le même type de vallée, à peu près à 50 du parcours, sauf que ça avait été que du faux plat descendant. Donc l'année dernière, on pouvait, se reposer, récupérer et tout. Et cette année, ça n'a pas du tout été le cas. Et ce qui explique que du coup, il y a un pourcentage, enfin, des mètres de dénivelé plus important que l'année dernière, c'est que cette fameuse vallée à 50%, là, c'était que de la montée. Donc finalement, c'est vraiment cet enchaînement vallée de Vésubie plus col de la Colmiane qui a fait extrêmement mal à beaucoup de monde parce que c'était la partie, je trouve, la plus difficile de l'étape du Tour. Puis c'est comme tu dis, oui, mentalement, c'est là où le mental, je pense, joue beaucoup. C'est vrai que vu que c'est pas indiqué, sur le plan de l'étape, mentalement, toi, tu prépares pour aller au col de première catégorie qui est juste après, mais pas, pour cette petite partie avant. Et c'est vrai que ça a un petit goût amer de te dire, peut-être, là, je commence déjà à être dans du pourcentage, alors que finalement, moi, j'ai signé pour faire le col le col de la Colmiane qui est juste après, et ça, je l'avais pas trop anticipé, quoi. Ouais, c'est vraiment ouais, c'est ça, c'est un ouais, aussi peut-être un manque d'anticipation, mais quand tu vois des pourcentages sur ton compteur alors que tu pas en train de faire un call, vraiment ça fait trop mal au moral. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que le moral il a été, atteint ou mis en difficulté, à d'autres moments sur cette étape du Tour? En réalité, je pense pas. Je pense que j'ai été moralement et physiquement au plus bas, en haut du col de la Colmiane, parce que ça, c'était ouais, juste un gros moment de fatigue et de mal de jambes et de plein de choses qui faisaient que j'étais pas au top. Mais très vite, je te dis, il faut bien manger, bien boire, un petit message à papa, maman et ça repart, quoi. Alors maintenant que cette étape, elle s'est, bien passée, est-ce qu'il y a quand même des choses au niveau de la préparation ou bien même, lors de l'étape du Tour que, voilà, connaissant maintenant, la fin de l'histoire, que tu aurais peut-être fait, différemment, changé complètement ou amélioré certaines choses? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais changées? Je pense pas, je veux pas me jeter de fleurs, mais je pense que j'ai vraiment bien respecté, cette gestion d'effort. J'ai reproduit vraiment la même chose que l'année dernière parce que, on a un classement, tu vois? On est chronométré sur toutes les ascensions de col et donc finalement, ils nous classent pour savoir à peu près comment on se situe à chaque ascension et tout comme l'année dernière, au fur et à mesure des ascensions, j'ai plus les ah si, c'est bon, j'ai les chiffres devant moi. Tu vois? Par exemple, au col de Brosse, je finis 9 millièmes sur 11 000. Donc ça veut dire, tu vois, Mmh. je l'ai monté, plutôt tranquille. Sur le col d'après, je finis 7 millièmes sur toujours 11 000, puis le col de la Colmiane, 6 000 sur 11 000 et finalement le col de la Couilleule, je me classe 5 millièmes sur 11 000. Donc finalement dans le top 50 de ceux qui ont mieux monté le dernier col. Et donc en fait, ça montre juste que la gestion Mmh. d'effort a été plutôt efficace et là où les gens partent trop vite, peut-être se fatiguent, ralentissent et au final moi je garde juste le même rythme et c'est pas facile à faire hein, quand je dis que je garde juste le même rythme mais voilà, c'est une très bonne gestion d'effort. Donc à ce niveau-là, je suis très contente de moi et je pense pas avoir fait d'erreur. Je pense que je me suis plutôt bien débrouillée en y allant tranquillement. Après, les choses ce que j'aimerais changer, peut-être pour la prochaine fois, c'est vraiment réussir à faire l'année prochaine, peut-être
bah, du coup, mettre de côté ce rôle de capitaine de route et vraiment y aller pour moi à 100% la prochaine fois et y aller comme si peut-être plus dans le même mood que Quentin, avec des vrais objectifs sur chaque col, avec peut-être même faire une vraie reconnaissance du parcours avant le jour de l'étape du Tour pour vraiment connaître les descentes, connaître les parties les plus difficiles dans l'école et y aller en mode je mise la performance, quoi. Ouais, c'est intéressant, du coup, les chiffres d'ailleurs que tu as donnés au niveau des on va revenir juste, après sur ce que tu as dit. Mm. Les chiffres que tu as donnés au niveau des montées, c'est super intéressant parce que toi, de ce que tu as expliqué dans ton parcours, c'est que globalement, tu avais un rythme qui était assez constant, Mm. donc qui est assez difficile à faire comme tu le dis, surtout sur les premiers cols parce que finalement les derniers cols, surtout le dernier, bon, on met tout ce qui reste, mais difficile des fois de partir, doucement et ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis un plus gros rythme au début et au Mm. fil du temps, bah voilà, ça s'est dégradé. Tu as fait un peu voilà, le lèvre à la tortue ou un peu rattraper les morts, comme on dit. Mm. Et effectivement, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant de voir que tu fais quand même, en gardant ton rythme sur les 4 cols, que tu arrives à faire dans la première moitié sur le Mm. dernier col. Donc c'est vrai que comme quoi, c'est vraiment un avantage quand on joue, on va dire, le finish sur l'étape du Tour, de partir Mm. avec un rythme assez constant sur toutes les ascensions. Ça permet vraiment d'avoir finalement en tout cas un bon classement et puis voilà, de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et justement, c'est là où ça m'intéresse ce que tu dis, dans le sens où l'an prochain, tu aimerais revenir et jouer plutôt la performance. C'est-à-dire que jouer la performance, finalement, c'est peut-être aussi prendre un risque de le fait de ne pas finir l'étape du Tour, parce que ça demande un peu plus de, voilà, comme on dit, de toute façon, performance, ça augmente un petit peu le risque, que ce soit un peu niveau hydratation, alimentation ou physiquement, peut-être coincé un peu plus. Et je trouve ça vachement Mm. intéressant que l'an prochain, tu te mets ce défi-là, parce que finalement, ça a donné une toute nouvelle dimension à ton étape et ça va redistribuer les cartes. Et je pense que l'approche, elle sera complètement différente. Mais qu'est-ce qui a amené en fait ce changement un petit peu d'état d'esprit, de passer du coup de la première étape où bon, bah, le but évidemment après 6 mois c'est d'arriver, c'est déjà incroyable, à celle-ci un peu en mode capitaine de route, à diviser son énergie pour essayer d'amener le maximum de monde à la ligne d'arrivée et puis je l'espère en tout cas pour toi, l'année prochaine à venir sur l'étape du Tour et puis voilà, se fixer un objectif de temps propre à soi et de performer. C'est vrai que c'est un cheminement qui prend du temps. L'année dernière, bon, tu l'as dit, finir, c'était incroyable. Cette année, j'ai fait primer, l'aventure humaine au-delà de ma performance sportive et puis je pense que c'était l'élément un peu déclencheur. Honnêtement, il y a beaucoup de Quentin qui jouent là-dedans, qui aimeraient aussi me voir, un peu, voilà, briller et voir du maximum. Lui, c'est un compétiteur, donc c'est vrai que mon état d'esprit, parfois, il a un peu du mal à comprendre qu'on fasse les choses sans esprit de performance derrière, enfin de compétition. Donc, à force de discuter avec lui, je pense que ça me tente aussi de me mettre un petit peu au défi. Je vois une réelle progression dans mes jambes sur le vélo lorsque je m'entraîne et donc je pense que ça peut être un chouette objectif et après 2 années où je finis l'étape du Tour, je pense que je serai, enfin, je pense que je me suis prouvé que j'étais capable de finir une étape du Tour. Et donc, il faut que, tu vois, j'apporte un peu une nouvelle saveur à cette étape du Tour. Et je pense que fixer un objectif, que ce soit de temps, de classement dans ma catégorie ou de classement en général, ça peut trouver un nouveau sens à cette préparation et surtout me motiver énormément à revenir et à me défier, quoi. C'est une nouvelle forme de défi. En fait, avant, je me défiais sur le fait de finir l'étape du Tour. Maintenant, l'envie un petit peu de me défier au niveau de la performance. C'est vrai que voilà, cette année, c'était un petit peu comme une validation de la première année, validation des acquis. Et bah écoute, en tout cas, hâte de découvrir ça l'an prochain pour le côté un peu performance. Et je pense que ça te mettra vraiment, ouais, comme tu dis, une nouvelle saveur à ce step du Tour. Bon, bien qu'elle-même déjà, c'est déjà, comme tu l'as bien expliqué, un réel plaisir de pouvoir participer Mm. à cette épreuve de cyclo. Quand on a la chance de pouvoir s'inscrire, parce que bah, toi tu le sais aussi, c'est que voilà, les places partent plus que vite. Mm. Voire même des fois, c'est quasiment impossible de se connecter sur le site. Donc, Oui. j'espère que l'an prochain, tu pourras y participer. Et en tout cas, hâte de voir ça de mon côté. Et il y a un petit détail aussi sur cette étape du Tour 2024, c'est que c'était pas une boucle. Et comment tu as fait finalement à la fin pour allier
l'arrivée, donc sachant que tu as déjà fait des kilomètres, jusque au point en tout cas de rendez-vous, que ce soit à l'hôtel, ta voiture ou autre? Alors, sujet qui fâche là. Alors pour aller à l'étape du tour, j'avais donc, j'étais sur un home camper, donc c'est un peu comme le Airbnb, mais c'est sur des terrains de particuliers. Donc j'avais garé mon van à Cagnes-sur-Mer, donc au niveau du départ, pas de souci. 12 kilomètres en faux plat descendant jusqu'au départ, donc ça, parfait pour commencer à chauffer la machine. Et par contre, le retour jusqu'à Nice, clairement, je pense à peu près toutes les années, c'est une galère de fou pour les gens pour Mmh. réussir à aller à l'arrivée en étant en voiture parce que souvent c'est en haut de sommets et donc les routes sont bloquées, il y a beaucoup de cyclistes, donc bref, toutes les années c'est une galère logistique sans nom. Et cette année, c'est vrai qu'avec Quentin, on a souvent par défaut tout ce qui est logistique, on n'y pense pas trop et on gère ça à la dernière minute. Donc là, du coup, on n'a pas trop géré ça, on n'a pas trouvé de solution alternative. Donc la seule solution qu'on avait, c'est que j'ai passé la ligne d'arrivée. Donc je venais de faire 138 kilomètres et 4600 de dénivelé. Je rejoins Quentin. Donc une fois qu'on était en haut du sommet, on avait 5 kilomètres de descente pour arriver jusqu'au village où il y avait tous les participants, la pasta party, etc. et tout. Je vois Quentin en loin, prête à m'effondrer par terre en mode j'ai réussi, je suis trop contente, j'en peux plus. Et la première phrase qui me sort, c'est prête pour 80 kilomètres. Et je lui dis bah oui, on n'a pas le choix. Et donc on a dû redescendre jusqu'à Nice en vélo. Je crois que on est parti à 18h. Je pense que je suis repartie faire du vélo 10 minutes après être arrivée de l'étape du Tour. Enfin, un truc, n'importe quoi. Mais en fait, donc il y avait Quentin et mon beau-père qui étaient là. Ils m'ont dit, il faut que tu repartes maintenant, sinon tu repartiras jamais. Donc, c'était reparti. On a fait 20 kilomètres de descente, pour redescendre à peu près du col de la Couilleule. Et puis après, on s'est tapé 60 kilomètres de faux plat plutôt montant, vent de face. Oh Et là là. donc là, ça a été très très long. Je pense que personne n'a envie de faire 80 kilomètres après avoir fait une étape du Tour, qui est déjà, je pense, l'une des épreuves de cyclosportives les plus difficiles de France. Mais pas le choix. Et on a été très nombreux à avoir que cette solution-là pour rentrer. Et donc, big up à ceux qui l'ont fait, comme moi, parce que ça a été très très difficile. Et personnellement, on arrive à 21h. Niveau timing, on pouvait pas partir plus tard parce que là, il fait nuit d'un coup quand on arrive. Donc, vu qu'on n'avait pas de lumière, on a bien fait de partir direct après mon arrivée. Et là, je m'effondre. Là, je suis vidée. J'ai plus d'énergie, quoi. Parce que même niveau, là on parle déjà des kilomètres, ça fait quand même 80 kilomètres, c'est la descente, ça fait déjà quand même quelques heures sur le vélo. Ouais, 3 heures de vélo bonus, quoi. Et niveau nutrition, t'avais anticipé ce problème aussi ou pas? Non, 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 là, j'avoue, là, on manquait de beaucoup de choses. Au niveau de l'eau, je crois que j'avais un demi-bidon, même pas. Ça va que Quentin et son père, du coup, avaient pu faire 3 fois la pasta party, hein. Moi, j'ai rêvé pendant 8 heures de ma pasta party. Eux, ils ont le temps d'y aller 3 fois, tout ça pour m'annoncer que moi, j'y aurais pas le droit. Donc ça, c'est une petite rancœur que j'ai envers eux, mais bon, c'est les lois de l'étape du Tour. Donc en fait, ouais, je repars, j'ai pas mangé. Quentin, il m'a filé une barre qui lui restait dans ses poches, mais en fait, j'ai vraiment pédalé. Enfin, comment te dire, c'est que les 20 kilomètres de descente, ça a été, et une fois on s'est retrouvé sur le plat, j'ai débranché le cerveau et j'ai fait que appuyer sur les pédales parce que j'avais pas d'autre choix que de rentrer en vélo. Et j'avoue, sur les 10 derniers kilomètres, Quentin et son père ont fini par me pousser. Heureusement, eux, du coup, ça faisait très longtemps qu'ils étaient arrivés. Ils ont eu 3-4 heures de pause, donc ils étaient un peu plus frais que moi. Donc ils m'ont poussé sur les 10 derniers kilomètres parce que j'avançais plus à rien, quoi. Oh l'enfer. Ouais, donc là, la journée, finalement, c'est pas 140 kilomètres, on est sur, quoi, tu passé les 200 kilomètres? Oh, bon, on était quasiment à 250 avec les 15 bandes du matin pour aller au départ, ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ce petit, Ouais. le petit détail. Ouais, donc oui, effectivement, là, on est bien plus que sur, une simple étape du Tour. C'est vrai que l'an dernier, c'était un peu moins compliqué que ça Mm. pour allier, l'arrivée au départ. Mm. Mais Donc c'est vrai je que pense que ça me servira de leçon et je pense qu'on le refera plus. Enfin, on fera en sorte de mieux s'organiser les prochaines fois parce que physiquement, c'était un peu pas une bêtise parce que comme je disais, beaucoup de gens l'ont fait comme nous parce que c'était une des solutions qui était mmh, envisagée et envisageable. Mais ça a un tout petit peu gâché la magie de l'arrivée de l'étape du Tour parce que là où je rêvais de faire la pasta partie, m'allonger les jambes en l'air et tout, bah finalement
tu tapes 3 heures de vélo, pas en souffrance, mais j'étais pas bien, quoi. Ouais, bah, l'an prochain, il faudra peut-être, prendre le bus comme les coureurs pro avec, pour refaire la transition. Rapatrié en hélico directement au van. C'est vrai que c'est un peu compliqué des fois, c'est vrai que bon, c'est un peu le problème aussi des fois de l'étape du Tour, c'est un peu pour allier, l'arrivée jusqu'au départ et puis Mmh. malgré tout, de toute façon, quoi qu'il arrive, à part si on a la chance d'avoir quelqu'un qui peut nous ramener, jusqu'au en tout cas au point de rendez-vous, il faut bien laisser la voiture quelque part et puis, voilà. Si on les fait pas le soir, on est obligé de les faire le matin dans tous les cas, la distance. Donc c'est un point en tout cas à bien prendre en compte comme tu dis, donc voilà. Bah, finalement ça fera peut-être partie des points alors, à améliorer pour l'an prochain. Clairement. Du coup, je l'ai pas cité en point d'amélioration, mais ça c'en est clairement un. Et puis il y avait un objectif, bonus dont on avait parlé, lors de la partie 1, c'était, être rattrapé, donc le père de Quentin, Mmh. ton beau-père. Bon finalement déjà en partant en sas 15, je pense que ça a compliqué, énormément les choses Bah, ça et 7, il y avait de l'espoir. En partant 1 heure derrière lui, il y avait encore un peu d'espoir, mais ça se 15, ouais, mes rêves se sont brisés au niveau de cet objectif-là. Mais je me garde cet objectif et je prendrai ma revanche une prochaine fois. et sinon, est-ce que ça s'est bien passé en tout cas pour, les autres personnes qui l'ont fait avec toi? Soit Pour Quentin ou Ouais, pour Quentin, du coup, ça a été, pas une très bonne journée. Physiquement, il a pas du tout été au top. Lui, du coup, qui a millimétré, son plan de montée avec des watts à tenir sur les montées et tout, il a été très en dessous de tout ce qu'il souhaitait faire. Donc finalement, il fait un peu moins bien que l'année dernière, donc il a été très déçu. Et pour, Beau Papa QRC, c'était une première fois sur l'étape du Tour. C'est plutôt un peu comme même carrure que Quentin, on est plutôt sur quelqu'un de plutôt stock, donc pas du tout un profil grimpeur, donc c'était aussi un petit défi pour lui de faire autant de D+. Et je crois que ça s'est plutôt bien passé, effectivement, ça a été très dur, mais il l'a fait à son rythme et il finit plutôt bien et il était content. en tout cas merci, pour, ce débriefing sur, l'étape du Tour De rien. et je voulais savoir où est-ce que c'était quoi les prochains rendez-vous en tout cas, en cyclo ou même, sur d'autres sports, d'autres événements? Alors le prochain gros projet qui est, mon gros projet, 2024 parce que c'est un peu une création de projet, un projet un petit peu inédit, c'est, les 24 heures du Mans vélo que tout le monde doit connaître et du coup, c'est un projet qui me tient à cœur puisque j'ai monté une équipe, 100 de créateurs de contenu donc principalement avec des copains qu'on se connaît mais aussi d'autres créateurs de contenu, avec qui on s'est jamais vus en vrai donc ça va être je pense, très chouette expérience et donc c'est le prochain gros projet qui arrive fin août où là l'objectif on est une équipe de 6 mixtes et on vient clairement pour la gagne. On est tous des compétiteurs donc ça vient pour rouler vite sur le circuit Bugatti. Et puis après, en termes de cyclo sur route, pour l'instant, au programme d'ici l'été, il n'y en a pas d'autres. Et donc, à partir de septembre, je vais plutôt switch sur le gravel. Et donc, place au gravel et place aux événements de gravel. OK, très bien et du coup les 24 heures du Mans, donc ça c'est une course où vous serez 6 par équipe, c'est en relais, c'est ça? C'est ça, exactement. Mm. Très bien et du coup il y aura qui si, c'est pas indiscret dans l'équipe? Alors, on aura évidemment Quentin Air Cycling. On aura Triathlon Thibaut, qui est du coup un triathlète. La deuxième féminine, c'est Gwenaëlle de la chaîne Cycliste Actuelle. Et nos deux derniers compétiteurs, il s'agit de Alexandre, le cycliste belge, donc de Belgique, et Cédric de la chaîne Les Watts, donc un bon coursier très à l'aise dans l'école et voilà, on est une équipe avec tous nos points forts et je pense que sur le circuit Bugatti, ouais, on va fuser quoi. Bah, en tout cas, je pense que vous allez prendre pas mal de plaisir, surtout que ce soit, je pense, des événements, qui sont, voilà, comme tu dis, compétitifs, mais le fait d'être en équipe, ça change aussi, des courses standards qu'on a les courses en ligne qu'on a l'habitude de peut-être de faire en vélo. Donc je pense que c'est des courses que tu as déjà faites de toute façon en relais? Exactement, j'ai fait les 24 heures en duo avec Quentin l'année dernière et j'avais Oui. fait les 24 heures du Mans l'année dernière, ce qui m'a donné envie de créer ce projet-là parce que j'avais envie de créer une équipe assez forte
Et puis ça, le projet a très bien fonctionné cette année. En tout cas, on n'a pas encore gagné les 24 heures du Mans, mais en tout cas, on a réussi à faire sponsoriser l'équipe. On va avoir des très belles tenues qui ont été créées par chef de file. Complètement le design, c'est un peu moi qui l'ai créé. Donc très chouette cette team. Ok, très bon, vraiment un projet complet, quoi. On est là, on n'est pas juste le stade de s'inscrire sur le site de l'épreuve. C'est C'est vrai que ça ça. fait plaisir je pense que ça doit donner un peu du baume au cœur, puis donner un peu plus de dimension à tout ça. Je pense que tu as Ouais, et hâte. rassembler nos communautés aussi. On a tous des horizons différents, donc c'est aussi chouette de pouvoir rassembler nos communautés et s'offrir une expérience comme ça à 6 et de kiffer tous ensemble. Et puis là, tous ceux qui pensent que le Trek Badon, il n'a pas sa place à l'étape du Tour, là, ils pourront pas nier qu'il a sa place aux 24 heures du Mans Vélo sur un très beau revêtement avec. Alors là, je peux te dire, ça va envoyer des watts. On va être sur des relais à 40 km/h. Ils vont pas avoir le temps de me voir passer là. Et puis c'est vrai que ça vaut le coup. Enfin, c'est qu'il y a moyen de prendre des pelotons sur ces courses. C'est vrai que sur un circuit en plus où souvent les revêtements ils rentrent bien. Je pense que ça va être vraiment. Toi, tu as déjà fait, donc tu peux nous dire, mais je Mm. pense que ça va être agréable de pouvoir rouler sur ce type de route. Ouais, et puis encore une fois, bon là c'est évident, c'est circuit fermé, hein, il y a pas de voiture, donc là tu te préoccupes juste sur le fait de rouler, donc c'est trop agréable. Ça, c'est vrai que ça va être un vrai régal. Mm. Voilà. En tout cas, je tenais vraiment à te remercier déjà d'être venu sur le podcast à 2 reprises. Donc la partie 1, je rappelle, c'était l'épisode 21. Si jamais il y en a encore qui arrivent là lors de l'épisode qui l'ont pas écouté, je vous invite quand même à le faire. Et de revenir pour le débriefing, parce que je sais que c'est pas toujours évident avec le concept, parce que quelque part en venant parler de son projet et de sa préparation, on s'engage un petit peu. Bon, toi tu le fais déjà via YouTube et tout ça, donc t'as un petit peu un autre stade, mais certaines personnes viennent et s'engagent un petit peu du coup quelque part à devoir terminer l'épreuve. Et comme le concept du podcast, de toute façon, dans tous les cas, que ça fonctionne très bien, comme c'était ton cas, ou qu'il y a un souci, la personne quelque part s'engage à venir et puis nous expliquer un petit peu les pourquoi du comment ça fonctionnait ou pas, et puis se repartager son expérience et puis ses émotions et partager un bon moment sur le podcast. Donc voilà, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté et d'être venu partager tout ça sur le podcast. Ça fait Avec grand extrêmement plaisir. plaisir. Non, c'est chouette de pouvoir partager ces expériences et d'autant plus quand on est une femme, parce que aujourd'hui, les femmes sur l'étape du Tour, c'est que 10% des inscrits. Donc, c'est chouette de pouvoir montrer aussi que on en est capable et que cette étape, elle est complètement ouverte à tout le monde et qu'avec le bon rythme, en y allant même tranquillement, parce que les barrières horaires sont quand même très larges, eh bien, ça se fait. Donc, évidemment, je recommande à toutes les filles de venir se challenger sur ce genre d'épreuve. Écoute, j'espère en tout cas le message il sera entendu puis appliqué. Qu'est-ce que on peut te souhaiter pour le futur, Noémie? Eh ben, ce qu'on peut me souhaiter, je pense que c'est de consolider tout ce que je suis en train de mettre en place parce que je me rends compte que depuis 3 mois, je passe quasiment plus de 10 heures sur le vélo, quasiment entre 10 et 15 heures sur le vélo. Et donc, c'est vrai que j'aimerais que le fruit de tout ce temps passé continue à payer. Et c'est vrai que pour ça, j'ai besoin un peu de consolider et de structurer un petit peu tout ça. C'est vrai que dans les prochains projets, il y a évidemment l'idée de prendre un coach pour travailler des choses précises, travailler sur mes faiblesses, travailler aussi mes acquis pour les renforcer. Et donc, c'est ça qui est un peu important pour moi parce que plus je serai à l'aise sur le vélo, plus j'aurai envie de me challenger sur des nouvelles épreuves et plus je performerai, plus je serai fière de moi. Et tout ça, c'est une boucle hyper vertueuse. Et donc c'est ça l'objectif pour les prochains mois. Écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis merci encore à toi d'être venu sur le podcast et puis hâte de te suivre lors des différents événements via tes réseaux, que ce soit YouTube ou Instagram. D'ailleurs, si tu veux juste peut-être partager où est-ce qu'on peut te suivre. Complètement sur YouTube. Ma chaîne, elle porte juste mon prénom. Je m'appelle Noémie. Et au niveau de mes réseaux, ce sera Noémie_Rochard. Donc, ça se retrouve assez facilement. Écoute, merci à toi. À la Merci prochaine. beaucoup. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.